devrait être de 32% du revenu. C'est loin d'être le cas. Bon. Et donc, nous avons la présence ce soir de notre hôte, de notre animateur en chef qui vient de Paris, et avec des chiffres précis, on applaudit Babar. Attends, regarde le film d'abord. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Revenons sur un moment clé, un engagement qui a été pris au plus haut niveau de l'État. C'était en 2017. Alors la crise du logement en France, c'est un peu l'histoire d'une promesse. Une promesse de dignité pour tout le monde qui se heurte à une réalité, disons-le, de plus en plus brutale. On va plonger dans les sources qui, elles, semblent pointer vers une conclusion assez forte. Et si tout ça, c'était l'échec d'une volonté politique? Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Revenons sur un moment clé, un engagement qui a été pris au plus haut niveau de l'État. C'était en 2017. Et cette promesse, elle était on ne peut plus claire. Le but affiché, c'était ça, plus personne à la rue. Un objectif humaniste fondamental, on peut le dire. Sauf que la réalité, aujourd'hui, elle est à des années-lumière de ça. Et quand on regarde les chiffres qui remontent des sources, franchement, ils font froid dans le dos. On parle d'un nombre record de personnes sans abri. Du coup, la question qui se pose, elle est simple, mais elle est énorme. Comment on a pu en arriver là? Comment on explique ce fossé gigantesque entre la promesse et ce qui se passe vraiment dans la rue? Bon, pour essayer d'y voir plus clair, regardons les chiffres. Et attention, ils sont assez percutants. C'est là qu'on mesure vraiment l'ampleur de la crise et son coût immense. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que ça ne date pas d'hier. Le nombre de personnes sans abri, il a plus que doublé depuis 2012. Ce n'est pas juste un pic, non, c'est une tendance de fond, une dégradation qui n'arrête pas de s'aggraver. Et derrière les chiffres, il y a des vies brisées. La rue tue, c'est aussi simple que ça. Les sources parlent de centaines de morts chaque année. C'est juste une réalité terrible, insoutenable. Et en milieu de tout ça, il y a les plus fragiles, bien sûr, les enfants. On parle de milliers d'enfants qui dorment dehors. Beaucoup sont ce qu'on appelle des mineurs isolés, complètement perdus dans les méandres administratifs, dans une sorte de piège juridique. Et ce piège, justement, ça porte un nom, l'entre-deux juridique. En gros, c'est une faille béante dans le système. L'aide à l'enfance dit que ce n'est pas son rôle, le 115 dit que ce n'est pas le sien non plus, et pendant que tout le monde se renvoie la balle, les enfants, eux, ne reçoivent aucune aide. Aucune. Alors face à cette situation, que fait l'État? Quelles sont les réponses officielles? Et surtout, comment est-ce que c'est perçu par ceux qui sont sur le terrain tous les jours? Eh bien, la réponse principale la plus connue, c'est le fameux plan grand froid. Le truc, c'est que c'est un plan d'urgence qui est complètement lié à la météo. Il ne se déclenche que si Météo France dit officiellement qu'il fait exceptionnellement froid. Et c'est là qu'arrive la critique principale, et elle est facile à comprendre. C'est une mesure qui réagit, elle n'anticipe rien. En gros, être à la rue, ça ne devient une urgence aux yeux de l'État que quand le thermomètre passe sous un certain seuil. Le reste du temps, apparemment, ça peut attendre. Et là, les sources mettent le doigt sur un paradoxe qui est assez fou. D'un côté, on a ce plan d'urgence, et de l'autre, l'État mène des expulsions massives de camps, de squats, souvent juste avant la trêve hivernale. Résultat, ces expulsions viennent saturer un système d'hébergement d'urgence qui est déjà complètement débordé. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Forcément, une crise pareille, ça crée des étincelles sur le plan politique. Et là-dessus, on voit bien qu'il y a des visions diamétralement opposées sur ce qu'il faudrait faire. Le débat est vraiment polarisé. D'un côté, à gauche, on entend des voix qui réclament d'appliquer une loi de 1946 pour réquisitionner les 3 millions de logements vides en France. Et de l'autre, à droite et au centre, on critique très fort les solutions d'urgence comme l'ouverture des gymnases. On va même jusqu'à accuser les associations d'aggraver le problème en donnant des tentes. Et cette accusation, elle est parfois très directe. Rachida Dati, par exemple, a dit à propos des associations qui distribuent des tentes « Ils veulent faire sauter le système ». Ça montre bien le niveau de tension. Même le geste d'aide le plus basique est vu par certains comme une attaque. Alors, au final, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Quelle est la conclusion qui se dégage des sources qu'on a pu consulter? Eh bien, ce qui ressort, c'est un changement de perspective. L'idée, ce n'est pas que cette crise serait une sorte de tragédie inévitable, ni même un problème de manque d'argent ou de ressources. Non, l'argument final, celui qui interpelle vraiment, c'est que la persistance du sans-abrisme serait en fait un choix politique clair, un choix délibéré de simplement gérer la pauvreté au minimum sans chercher à l'éradiquer.
Et ça, forcément, ça amène à se poser de sérieuses questions sur les véritables priorités. Alors, vous savez quel est le rêve d'un propriétaire bailleur? Le rêve, c'est de pouvoir fixer le loyer qu'il veut, pour la durée du contrat qu'il veut, et fournir le logement avec la qualité qu'il veut, et pouvoir expulser son locataire quand il veut. Alors, il y a 3 semaines, M. Jean Brun, ministre du Logement, a estimé qu'il serait judicieux d'importer le modèle des rapports locatifs canadiens, qui répond aux 4 conditions que je viens de vous exposer. Le paradis des propriétaires bailleurs. Voilà. Vous voyez le problème qui se pose aujourd'hui dans le discours dominant sur ces sujets, sur le sujet de la crise du logement. Nous, on l'appelle la crise du logement cher. Parce que le logement est trop cher en France. Les prix montent. Ils ne peuvent pas monter jusqu'au ciel. Et à un moment donné, les promoteurs, ils construisent, ils ne peuvent pas vendre. On entend Madame Estrosi Sassone, quand même la défendresse des propriétaires. Hein. Je peux vous dire, elle, j'ai eu des échanges assez salés avec cette sénatrice. Elle le dit, mais comme ça. C'est-à-dire, oui, ceux qui sont en logement social, ils ne peuvent pas, les classes moyennes en logement social ne peuvent pas accéder à la propriété, etc. Parce que le logement est trop cher. Et pourquoi le logement est cher? Parce que, d'une part, le gouvernement et d'autre part, les collectivités territoriales tirent profit du logement cher. Les recettes fiscales issues du logement cher se montent en France à 93 milliards d'euros, c'est-à-dire presque 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Par contre, les dépenses en matière de logement stagnent depuis 10 ans et sont à moins de la moitié des recettes, c'est-à-dire on est à moins de 45 milliards d'euros de dépenses en faveur du logement. Voilà, ça c'est le système global. Mais comme M. Macron a décidé de supprimer la taxe d'habitation, enfin personne ne le demande. Vous avez vu une manifestation pour demander la suppression de la taxe d'habitation? Oh voilà, on paye son truc, c'est normal, faut payer le cantonnier, celui qui ramasse les poubelles, etc. Résultat des courses. Déjà des politiques qui avaient commencé, des politiques d'urbanisme, de gentrification pour rester polis. Des fois, comme ça, entre nous, on dit des politiques d'épuration sociale. Des politiques d'urbanisme, donc, qui consistent, ou qui ont pour effet, d'évincer les catégories modestes vers la périphérie, toujours plus loin, et hop, les pauvres, ça coûte cher, ça rapporte pas, faut s'en occuper, faut leur payer les activités périscolaires, les je sais pas quoi, sportives, les vacances et tout. Vous imaginez bien qu'à Neuilly, c'est une des villes en France où les impôts locaux sont les moins chers. Parce que les enfants de riches, parce que les riches, ils vont dans des écoles privées, ils vont dans des clubs de sport privés, et ils ont des résidences secondaires à Deauville et à Bayonne. Oh non, à Hendaye, pardon. Hendaye. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est ça en fait le nœud du problème, c'est qu'aujourd'hui, les communes vont aussi, enfin c'est un des problèmes, mais les communes vont aussi chercher, évidemment, à valoriser et à faire monter les prix. Donc tout le monde joue à ce petit jeu-là. Et ce petit jeu-là, il produit de la crise massive, de la crise du logement. Donc après, comment on fait? Quelle serait la solution? Comment fait-on pour que le logement redevienne accessible, bon, on va dire, aux classes moyennes, aux classes populaires? Bon, il faut qu'on arrête de pousser, d'encourager le logement cher. Alors, nous, en 2012-2011, d'ailleurs, on a fait campagne pour demander l'encadrement des loyers. Pourquoi? Parce que déjà, les loyers commençaient à être super chers. Et donc, on s'est appuyé un peu sur l'histoire du pays. Entre 1918
et 1986, il y a eu une politique de régulation des loyers. Résultat, conséquence, si on baisse, si la rentabilité, si la rente locative baisse, les prix d'immobilier du foncier baissent. Et le logement redevient accessible aux catégories populaires. C'est une règle économique. Donc on a défendu l'encadrement des loyers, on a dit il faut baisser les loyers, donc il faut revenir à des règles qui jugulent, qui bloquent la flambée des loyers, voire même qui les font baisser pour qu'ils redeviennent accessibles. Et dans le même temps, ça permet également de produire des logements sociaux dont on a besoin. Alors après, évidemment, toute cette question va se poser de « oui, mais mon petit patrimoine, que j'ai économisé, etc., pour acheter ma maison, tout ça va perdre de la valeur. » Oui, 58% des ménages en France sont propriétaires de leur logement. Et beaucoup pensent qu'ils sont assis sur une petite sécurité. Voilà, c'est la sécurité. Mais cette sécurité, elle est fragile. D'abord, elle s'évapore quand on doit aller en EHPAD. Parce que la maison, c'est fini, hein. Il faut payer l'EHPAD. Ensuite, quand bien même il faut acheter une pièce en plus, elle va coûter beaucoup plus cher. Par exemple, pour des ménages un peu plus jeunes, pour avoir un enfant ou 2 enfants. Et puis, quand bien même aussi on arrive à rester jusqu'au bout dans sa maison ou dans son logement, les enfants vont se partager l'héritage, mais l'effort à faire pour pouvoir avoir un logement convenable, il va être aussi très élevé. Donc vous voyez, c'est aussi un calcul qui n'est pas forcément un bon... Je ne sais pas si je suis clair un peu dans mon explication. Oui. Voilà. Vous êtes parfait, continuez. Hein? Vous êtes parfait, continuez. Vous êtes parfait, continuez. Merci. Et donc, voilà, maintenant, il y a cette question, en gros, des loyers. Et en 2014, malheureusement, il y a eu la loi Allure, on a un peu avancé sur cette idée, c'est-à-dire qu'on n'a pas été satisfait parce qu'on disait déjà, on a dit, l'encadrement, ça va être un encadrement qui va ralentir la hausse, mais qui va limiter un peu la hausse dans les zones tendues. Bon. Voilà, et puis Valls a un peu saboté la loi, enfin je vous passe les détails. Bon, ça a été repris après par Macron, un peu miraculeusement, d'ailleurs on était un peu étonnés qu'ils reprennent un peu ce sujet-là. Et donc là, on a retrouvé à nouveau l'encadrement des loyers, c'est dans la loi Elan en 2019. Mais c'est une expérimentation. Et cette expérimentation, elle arrive à terme à la fin de l'année. Je vous parle des problèmes macro, un peu enfin les problèmes généraux, quoi. Donc là, dans le contexte actuel, vous imaginez bien que, sauf s'il y a vraiment une mobilisation, avec un Jeanbrun qui lui prône le modèle canadien ou le modèle anglo-saxon, si vous voulez le modèle américain, avec une extrême droite aussi, une droite conservatrice qui est sur ces lignes-là, sur cette ligne-là, donc qui n'a plus aucun égard, une droite qui n'a plus aucun égard aujourd'hui vis-à-vis de ceux qui se prennent des loyers excessivement élevés, qui sont logés dans des logements de moins en moins confortables, qui n'arrivent plus à payer, donc qui se font expulser, qui se retrouvent à la rue, des jeunes qui vont louer le premier truc qu'ils vont trouver et puis ils vont se taire parce que ils vont se taire sur le fait que leur bailleur les arnaque, parce qu'il y a beaucoup de fraude au rapport locatif. Bon, alors Paris c'est un cas un peu particulier, mais la fraude au rapport locatif, elle s'est développée aussi, nous, dans toute la banlieue parisienne, ça c'est sûr, et on va la trouver aussi dans de nombreuses villes, la fraude au rapport locatif. Parce que les bailleurs, pour gagner plus de fric, ils vont frauder les lois, les petites lois qu'on a pu obtenir à droite, à gauche, au fil des gouvernements, plutôt des gouvernements de gauche d'ailleurs, voilà, sur l'encadrement des loyers, sur la fraude, on voit à la surface, la fraude à la surface. Par exemple, les loyers aussi sont gelés à la relocation. Un bailleur n'a pas le droit de relouer plus cher à son locataire, à son nouveau locataire. Il n'a pas le droit de louer plus cher qu'un ancien locataire. Bon, c'est
le gel des loyers à la relocation, qui a été mis en place en 2012. Il est toujours en vigueur. Et les loyers ont augmenté. Donc, automatiquement, ça veut dire que les bailleurs ne respectent pas cette disposition. Pourquoi? Parce que le locataire, quand il arrive, d'une part, il ne connaît pas l'ancien locataire, donc il ne peut pas contester, il n'est pas en mesure de contester. Et d'autre part, quand bien même il se dirait « Ah ouais, bon, il est en train de m'arnaquer », il ne va pas s'attaquer à son bailleur parce qu'il se dit « Moi, il faut que je trouve un autre logement, ça va être une galère, etc. J'ai peur de me faire expulser. » On a aussi, vous voyez, la fraude à la décence, les normes de décence. C'est-à-dire qu'un bailleur doit fournir un logement qui répond à ces normes. Bon, minimum de confort, pas d'humidité, etc. Bon, des fenêtres qui sont étanches, je ne sais pas, un chauffage qui fonctionne, de l'eau chaude, au moins une douche, etc. Bon. Donc il y a un certain nombre de bailleurs qui fraudent aussi. Il y a la question de la fraude à la surface aussi. Vous voyez, une pièce doit faire 9 mètres carrés au sol, par 2 mètres 20 sous plafond. Voilà. On voit, nous, des gens qui sont logés dans les combles ou dans des logements d'une pièce et qui font moins de 9 mètres carrés. Donc ça, cette fraude-là au rapport locatif, elle s'est beaucoup développée, évidemment. Si un locataire conteste, attaque son bailleur, il faut qu'il trouve un avocat, qu'il fasse une demande juridictionnelle si besoin, qu'il saisisse le tribunal. C'est quand même une démarche vachement compliquée. Et donc, il a à partir de là, il se tait. Et puis il se dit, oui, puis si j'attaque mon propriétaire, il va me mettre dehors. Oui, il va se prendre un congé frauduleux, c'est-à-dire un congé vente ou un congé reprise bidon, que le locataire ne pourra pas contester, sauf une fois qu'il sera dehors, revenir avec un huissier pour constater que le propriétaire a reloué et qu'il n'a pas vendu ou qu'il n'est pas venu s'installer dans le logement pour y vivre. Vous voyez, tous ces sujets-là, aujourd'hui, il y a une fragilisation, évidemment, des locataires. Et derrière, on voit, évidemment, augmenter de manière constante le nombre de sans-abri. Ça a été dit, donc je ne vais peut-être pas revenir sur les chiffres, parce que peut-être qu'il y a un point, pour résumer un peu mon propos, en 1973, les locataires consacraient en moyenne, dans toute la France, y compris à Paris, en Ile-de-France, 10% de leurs revenus pour se loger. 10% de leurs revenus au loyer. Voilà, au loyer. Aujourd'hui, la moyenne nationale, c'est 29%. Donc, moyenne nationale. Mais ça veut dire la moitié. Voilà. En fait, c'est le loyer médian. Donc, la moitié des locataires consacrent plus de 29% de leurs revenus au loyer. Vous voyez, donc là, on a quasiment multiplié par 3 la part de leurs revenus que les locataires consacrent au loyer. Bon, alors, donc ça c'est un peu le deuxième volet. Nous on pense qu'il faut quand même se mobiliser sur cette question de la fraude au rapport locatif, ce qui serait une manière aussi de redonner un petit peu d'énergie et de courage aux locataires. À l'approche des municipales, nous on défend l'idée que soit mis en place dans chaque ville, ou agglomération, ou EPCI, enfin ce qu'on voudra, un service de contrôle des rapports locatifs. Un service de contrôle qui soit en capacité de faire appliquer les textes qui protègent les locataires et les lois qui protègent les locataires. Il faudrait qu'il y ait, et ça on doit peut-être pouvoir y arriver avec un certain nombre de mesures là, qui ont été prises ces dernières années du côté du fisc. Il faudrait aussi un répertoire des logements. C'est-à-dire qu'on sache quelle est la surface du logement, dans quel état il est, combien il est loué, combien il a été loué. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces éléments-là, ils font que le locataire, il arrive dans un logement, il dit ce logement, je vais appeler le service, c'est bizarre, ça ne colle pas, et puis il se renseigne, et il sait que son logement, son bailleur ne respecte pas les lois.
À ce moment-là, pour nous, il doit y avoir intervention d'un service pour dresser une amende, pour dire au propriétaire qu'il doit faire son boulot. Alors ça nécessite une mesure législative, sauf sur l'encadrement des loyers, ou également sur la Airbnb, les locations Airbnb, les locations touristiques, où il commence à y avoir une législation qui permet à une collectivité territoriale de sanctionner le bailleur qui respecte pas la législation dans ces deux domaines-là. Voilà. Donc ça, c'est pour nous, c'est un peu le cœur du sujet, le cœur du problème, la rente locative. Derrière, on ne règle pas la question des recettes communales, des recettes municipales, mais bon, voilà, c'est un sujet sur lequel il faudrait absolument avancer. Après, pourquoi on construit ça? Je vous ai dit pourquoi, je vous ai expliqué pourquoi on a eu une année noire en 2025 sur la production de logements, en règle générale, parce que le logement est trop cher, bien sûr. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter pour relancer la production de logements? Oui, on a besoin de logements, mais on a besoin de logements à bas loyer, des logements accessibles aux classes populaires. Pour loger les classes populaires, les gens qui n'ont pas les revenus suffisants pour accéder à un marché qui est devenu, je dirais, inaccessible. Donc, il faut produire du logement social. Et là, il faut un effort de l'État, mais aussi une volonté des collectivités territoriales, ou en tout cas, une obligation, une contrainte pour obliger à produire plus de logements sociaux. Donc, nous, on défend l'idée que non seulement il faut durcir l'encadrement des loyers, mais il faut aussi imposer aux communes la réalisation de 30% de logements sociaux. Aujourd'hui, on est à 25%, c'est pas toujours respecté. Et bon, je dirais que les chiffres, même ici, le taux de logement social, alors il est aux alentours de 20%, on va dire. Bon, bon, après, il y a une contradiction au niveau des chiffres de l'INSEE, je sais pas. Et puis la préfecture, apparemment, n'a pas émis de sanctions à l'encontre de la commune de Dax. Bon. Donc, elle serait en train d'atteindre son objectif. On ne sait pas trop où elle sera en train de rattraper le retard, je ne sais pas quoi. Bon. Donc, il faut regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe de ce côté-là. Et je pense que le DAL de Dax doit pouvoir interroger la préfecture sur cette question, sur la question de Dax, les communes alentours, et ce qui se passe dans les autres villes. Mont-de-Marsan, il y a encore moins de logements sociaux. Mont-de-Marsan, on est en dessous, on est à 12%, je crois, à peu près. Ouais. Donc voilà, ça c'est le deuxième sujet. La troisième réponse aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport aux sans-abri? On les loge, il faut les loger. On ne va pas attendre d'édifier les logements sociaux dont on a besoin pour les loger. Il faut les loger tout de suite. D'où la nécessité de prendre des mesures vigoureuses. Alors, l'ordonnance de 1945, et l'ordonnance qu'on appelle plus communément la loi de réquisition, mais qui était aussi une disposition pour remettre sur le marché tous les logements qui étaient vides et qui étaient inoccupés. Donc c'est évidemment les trois mesures classiques, mesures incitatives pour aider les proprios qui n'ont pas les moyens à réhabiliter leurs biens, pour le louer, sous condition aussi d'un niveau de loyer, etc. C'est l'ANA, quoi. D'ailleurs, c'est la création de l'ANA, 1945. Et puis, deuxième mesure, la taxe sur les logements vacants. Là, bon, il y a un durcissement, enfin une augmentation de la taxe qui peut être prélevée sur les logements inoccupés. Et puis, il y a la réquisition. Au moins, la réquisition des immeubles vides ou des biens appartenant à des multipropriétaires. Peut-être voir les choses de cette manière-là. Et encourager les petits propriétaires à louer leur logement et à le réhabiliter. Bon. Voilà. En tout cas, c'est une façon si vous voulez, d'avancer sur le sujet, d'avancer pour reloger temporairement les sans-abri, en attendant de construire des logements sociaux ou de revenir à un logement
accessible pour tous. Ce que je dirais aussi sur la réquisition, c'est que c'est une mesure temporaire. Donc contrairement à ce que les gens croient, la réquisition, c'est pas une spoliation, une expropriation. C'est une mesure temporaire d'un an, renouvelable, etc. Deuxièmement, le propriétaire est indemnisé, donc bon, voilà, en plus, il touche un peu d'argent. Et voilà, et on a une vacance quand même qui reste à des niveaux assez élevés en termes de chiffres. Bon, l'INSEE dit 3 millions de logements vacants en France. Après, sur des études un peu plus fines, il y a un travail qui a été fait, un truc qui s'appelle Locavac ou Lovac, je ne sais plus. Donc il dit 2 300 000 logements vacants, mais là c'est uniquement dans le parc privé, et 1,350 millions de logements vacants depuis 2 ans et plus. C'est beaucoup. Il y a de quoi loger 350 000 là. A priori, 350 000 sans-abri qui sont identifiés. Bon, voilà un peu comment nous on voit les choses. Alors, évidemment, toute la question, c'est comment arriver à faire progresser les politiques du logement et à faire en sorte que bon, un logement s'applique. C'est un droit fondamental, c'est un besoin essentiel, et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une logique et dans un système qui exploite au maximum ce besoin essentiel, ce besoin fondamental. Alors, du point de vue, on va dire, du point de vue des grands principes, l'État et les sociétés dans lesquelles on est doivent protéger, en premier lieu, doivent protéger les personnes. Avant même la propriété privée. Il faut protéger les personnes. C'est la règle, c'est une règle humaine fondamentale. Or, aujourd'hui, on met le droit de propriété devant la protection des personnes. Et ça traduit, si vous voulez, un durcissement social, une perversion même de la conception des priorités qui doivent être exercées par nos gouvernements. Et donc, quand on laisse une personne sans abri, bon, il disait plusieurs centaines. Bon, l'association Les Morts de la Rue, on a recensé 902 l'année dernière. 902 sans-abri décédés. Et encore, il y en a beaucoup d'autres. Parce qu'elle recense à partir des informations qui lui remontent. Mais par contre, ce que dit l'association, c'est que l'espérance de vie d'une personne sans abri, c'est 15 ans. C'est-à-dire, tu tombes dans la rue, aujourd'hui, dans 15 ans, t'es mort, en moyenne. Tu peux mourir avant, tu peux mourir après. Et tu meurs à l'âge moyen de 49 ans. C'est-à-dire 35 ans, plus jeune que la moyenne normale, quoi, quelqu'un qui est logé. Donc c'est une condamnation à mort. Laisser une personne à la rue, c'est une condamnation à mort lente, avec torture. C'est une condamnation avec torture, parce que la vie dans la rue, c'est une torture quotidienne. Donc là aussi, vous voyez, là il y a un problème quand même sérieux, du point de vue, je dirais, de la conception et des idéologies qui irritent notre société aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être je vais m'arrêter là, j'ai fini, j'ai parlé un peu longtemps, et donc il faut laisser la place au débat. Non, parce que moi, ce que vous vouliez dire, à travers la description de la situation des sans-abri. Mais ne voulez pas, si vous voulez, aller vers une solution, trouver des solutions par rapport à ce problème. Vous n'avez cité aucune solution. Alors, moi, disons, personnellement, je verrais, pour régler un peu ce problème, une intervention faite, si vous voulez, des collectivités, bon, au niveau des villes, au niveau départemental et au niveau régional, et créer des structures. Et ça manque énormément. Des structures
Bon, c'est la région parisienne, il y en a, bon, qui ne sont pas suffisantes, mais au niveau, si vous voulez, province, même surtaxe, il y en a qui sont vraiment d'un niveau vraiment très très limité. Et je crois qu'on pourrait au moins doubler, même surtaxe, je parle que de taxes, on pourrait doubler ses capacités. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faudrait se pencher. Voilà, ça c'est une chose. Après, la seconde chose sur laquelle je voudrais intervenir, parce que c'est une question que je me pose, c'est comment tous ces logements sociaux sont devenus l'apanage des, si vous voulez, des bailleurs sociaux. Avant, si vous voulez, le logement social, tout ce qui était logement social était géré par la société d'HLM. Maintenant, on se demande où est passée cette société d'HLM, puisqu'on ne parle plus que des bailleurs sociaux. Et donc, qui a fait que la société d'HLM a fondu c'était devenu inexistant dans beaucoup d'endroits. Voilà, c'est là-dessus aussi qu'il y ait un débat. Parce que qui dit logement social, bailleurs sociaux, au niveau, on va de suite vers le problème frauduleux, disons, abus notamment, ne serait-ce que le problème parisien ou des grandes villes de Marseille, quand on voit dans quelles conditions sont obligés de vivre des personnes, si vous voulez, bien dans des conditions lamentables, si vous voulez. Voilà. On va s'adresser vers qui? La responsabilité est vers qui? Bon, mais tout ça, c'est très 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 difficile à intervenir, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais oui, bien sûr, il faut des structures d'hébergement, mais il y a de plus en plus de structures d'hébergement et il y a toujours plus de sans-abri. C'est-à-dire que l'État consacre plus de 3 milliards d'euros à l'hébergement aujourd'hui, entre les hôtels, les structures associatives, etc. Et on ne règle pas le problème. Il y a toujours plus de sans-abri. Donc il faut quand même s'attaquer au cœur, à la racine du problème. La deuxième chose, c'est ce que vous soulevez aussi, c'est la question des marchands de sommeil. Les marchands de sommeil, eh bien oui, mais sachez que le gouvernement a quand même tenté un décret, on a appelé d'ailleurs le décret marchand de sommeil, et qui visait à autoriser la location de logements en sous-sol, de caves, de logements de jusqu'à 1,80 m sous plafond, de moins de 2 mètres de large. C'était un décret. Hein? Ouais. Alors c'était évidemment, l'objectif politique de ce décret, c'était, bon, allez hop, les sans-abri, les classes populaires, les étudiants, allez hop, dégagez-moi tout ça, vous allez disparaître dans les caves, dans les greniers, ou dans les logements jusqu'alors, vous ne pouvez pas louer. Enfin, ou qui était interdit à la location. Autrement dit, c'était un processus de régularisation du parc de logements de marchands de sommeil, et d'autre part, évidemment d'encourager petit milieu de la spéculation à aménager des caves, etc. Alors ça a échoué parce qu'on a attaqué le décret, on a gagné au Conseil d'État. Bon, il y en a un nouveau décret qui va arriver, il a un peu modéré leurs ambitions. Bon, on est passé de 1,80 m à 2 mètres. Bon, voilà, 2 mètres. Mais voilà, il y a quelques mesures, enfin bon, je vous passe les détails, hein, c'est des détails très techniques. On va sans doute le contester, mais il n'est pas encore voté. Mais, enfin, il n'est pas encore publié, pardon. Mais vous voyez qu'il y a une volonté aujourd'hui, on voit bien quelle est l'orientation du gouvernement et le sens des politiques du logement.
C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a beaucoup de sans-abri, c'est gênant. D'ailleurs, en 2017, en août 2017, Macron avait dit « Je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois, des femmes, des enfants cachés ou perdus ». Enfin, je crois que c'est à peu près ça son propos. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Bon. C'était un ministre. Hein? Il avait dit ça. Macron a dit ça. Il avait fait une grande déclaration. Mais il a dit ça. Sur les médias. Oui, bien sûr. Mais, sauf que c'est bon. Et donc, voilà, là aussi, échec complet. De la même façon que sur le logement social, il y a aussi un processus aussi pour les bailleurs sociaux qui fait qu'ils sont aujourd'hui mis à la diète. L'État ponctionne de l'argent sur les bailleurs sociaux, sur les loyers des locataires. Quand même insensé. Les locataires modestes se retrouvent à quasiment une partie de leur argent va être reversée en quelque sorte à l'État. L'État fait des économies sur le dos des bailleurs sociaux. Par ailleurs, il a obligé aussi à la concentration des bailleurs. Donc les bailleurs sont de plus en plus gros et deviennent des bailleurs nationaux. Donc les bailleurs locaux, les offices HLM ont des difficultés. Et voilà, c'est aussi, il y a eu la réforme des APL, la baisse des APL. Enfin, il y a eu quand même ça, tout un tas de politiques du logement qui ont été désastreuses en fait, et qui n'ont pas pris du tout la mesure de la gravité de la crise. Donc voilà, et maintenant c'est Jean Brun, après Casbarian, c'est Jean Brun qui vient faire de la surenchère. Donc nous on est très inquiets parce qu'il est en train de se mettre en place. Voilà, donc on appelle en tout cas les sans-abri, les mal logés, les locataires, du privé comme en HLM, et tous ceux qui les soutiennent, qui les aident à se mobiliser. À se mobiliser, voilà, il faut se mobiliser, il faut que tous ceux qui sont... c'est une prise de conscience qui est difficile aussi, parce que la question du logement, elle est vécue comme un problème individuel, un problème personnel. Ah, je ne vais pas m'en sortir, il faut que je trouve une solution, tatati. Mais il n'y a pas non plus une réflexion globale sur les causes de la crise, et qu'il y a des moyens de s'en sortir aussi. Donc il faudrait arriver à allier tout ça. Et pour amener une conscience collective, conscience de classe, quoi. Voilà. Voilà. La classe des exploités du logement. Bonjour à tous. Moi, comment vous expliquer? J'ai déjà cherché des appartements et j'ai cherché sur le bon coin parce que les privés, donc comme la forêt, tout ça, comment vous expliquer que vu que je travaille pas parce que j'ai la hache, ils me disent que non parce que j'ai pas de CDI, et quand je regarde dans le bon coin, je cherche des appartements de personnes particulières. Et du coup, le problème, ils me disent oui, il faut 3 fois le montant du loyer. Et on me dit toujours ça. Donc moi, je touche que 1000 €. Comment dire que c'est impossible de trouver un appartement en fait. Et pour répondre à la question des appartements sociaux, ça fait depuis 2022, mai 2022, que j'ai demandé un logement social. On a même fait une réserve préfectorale, on a même fait un autre dossier et ça a jamais abouti. Et on est en 2026, début 2026, en mai ça va faire 4 ans que je demande un logement social et qu'on m'a toujours dit non ou qu'on me répond pas. Il faut organiser une marche des demandeurs de logements sociaux à Dax. Ouais, il y a... attends, je sais plus, j'ai les chiffres là. Je crois qu'il y a plus de 2000 demandeurs de logements sociaux à Dax. Hein? Ouais. Non mais voilà, il faut faire une marche des demandeurs HLM, j'en sais rien moi. Je vais vous dire HLM, les demandeurs HLM. Alors pardon, 1550 demandes HLM à Dax. Dax, hein. Et 281 attributions en 2024. Ça veut dire 5 ans d'attente, 5 ans et demi d'attente moyenne. Voilà. Bon, et puis un nombre de logements sociaux
insuffisant, évidemment. Beaucoup de locataires du privé à Dax aussi. Beaucoup. J'ai été surpris quand j'ai regardé les stats de l'INSEE. Il y a 58%, ou attendez, au total, ça fait. J'ai les chiffres là. Ça, c'est peut-être la location pour touristes, non? Oui, non, ce qu'il y a, c'est que non, il n'y a pas énormément de propriétaires occupants en fait. C'est ça. C'est un peu ça la surprise. 45% de locataires sont du privé, auquel vous rajoutez 15, alors à 20% suivant les sources de logements sociaux. Mais voilà, vous êtes à 60% de locataires, quoi, et 40% de propriétaires. Or, la moyenne nationale, c'est 58% de propriétaires occupants. Ouais. Et là, 60% de locataires, c'est comme à Paris. C'est comme dans une grande ville. C'est-à-dire les villes où il y a des investisseurs et il y a de l'argent à faire et donc on peut louer plus cher, etc. Donc vous voyez, alors c'est peut-être lié au fait que c'est une ville thermale, tout ça, hein, donc il y a eu des investissements locatifs à cause de ça. Il y a un mot. Mais en tout cas, moi je pense que il doit y avoir aussi beaucoup de fraude au rapport locatif. Ça c'est sûr. Les faux meublés, la surface un peu bidonnée, un peu augmentée, les normes de décence. Vous voyez, ça sur ces trois sujets-là, parce que je crois pas, les loyers sont pas encadrés à Dax. Je pense pas. Bon. Et je crois pas que. Est-ce que c'est considéré comme une zone tendue? Si. Zone tendue. Gèle les loyers à la relocation. Ben ouais. Le bailleur n'a pas le droit de louer plus cher au changement du locataire. Sans compter les congés frauduleux. Voilà. Bon. Hein? Ils se gênent pas, quoi, parce que. Ben non, mais parce qu'il y a. En fait, c'est le locataire qui doit contester. C'est pas. Ouais, il faut contester, ça veut dire. Pourquoi? Non, tu n'as pas l'appartement. Ben non, tu contestes. Exactement. Et donc, ou tu restes pas, tu te fais virer. Et donc, justement, par exemple, comment dirais-je, le code de la route, c'est la police qui vient contrôler, ou la police municipale, je sais pas quoi, ou les radars, tout ça. Bon, mais en gros, il faudrait un système un peu dans ce genre-là, quoi. À l'époque, pendant la loi de 48, on appelait ça la police des loyers. Il y avait une police des loyers. À Berlin, ils ont mis en place l'encadrement des loyers. Bon, ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, mais c'était en 2022. Ils ont mis en place l'encadrement des loyers, et il y avait une police des loyers. Et il y avait des amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le propriétaire qui ne respectait pas l'encadrement des loyers. Il fallait que la loi soit appliquée. Et si on fait des lois, on fait des lois. Bon, après, si elle s'applique pas, tant pis, c'est pas grave. On a fait une loi, on est content. Vous voyez, c'est un peu la difficulté qu'on a sur le logement. Voilà. On ressent les choses de cette manière-là. Voilà. Et puis pour finir, moi, tu sais, quand tu disais ça, que les propriétaires demandent d'avoir des revenus 3 fois supérieurs au montant du loyer, moi, comme premier logement que j'ai loué dans ma vie, on m'a rien demandé. Hein. C'était en 1973. Tout à l'heure, ça disait que... Tout à l'heure, dans le reportage, il disait que les structures se renvoyaient la balle. Et c'était quand? C'était en 2000... Non, pas... Je sais plus. C'était entre 2020... Enfin, je sais plus exactement, je me rappelle plus. En fait, j'ai fait une garantie jeune et j'avais dit mes projets, ce que je voulais faire de mon avenir. Et on m'a dit, il faut que tu ailles à telle association. Je suis y allé, je ne me rappelle plus le nom de l'association, l'association elle a fermé. Je suis y allé, ils m'ont dit d'aller voir une autre personne. Je suis allé à une autre personne, ils m'ont renvoyé ailleurs. Et en fait, à force, à un moment, je me suis dit, mais en fait, ils sont là, mais ils savent à quoi? Parce que ces gens-là, ils te disent un truc tout simple. Ce qu'ils me disent, c'est d'aller voir une autre personne parce qu'ils sont compétents. Pourquoi vous n'êtes pas compétents, vous? Et quand je vais voir ces personnes, on me dit d'aller voir un autre organisme. Par exemple, pour le logement, c'était l'IRP 240, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le SAMSA. Le SAMSA. Le SAMSA, c'est pour ceux qui ont un handicap.
Et ils m'ont téléphoné parce que j'avais fait la demande auprès de la MDPH et je leur ai dit ce que je voulais. Donc avoir un travail, un logement, etc. Le permis aussi. Ils m'ont dit, c'est génial, il faut rentrer dans les prérequis. Cool, je suis content. J'attends un peu, ils me rappellent et je leur demande où ça en est. Et ils me disent, en fait, vous n'avez pas de logement, donc on ne peut pas vous aider. Attendez, vous me dites que vous pouvez m'aider à trouver un logement, et là, j'ai pas de logement, vous ne pouvez pas m'aider. Mais le truc, c'est qu'ils voulaient mon dossier médical. Et mon dossier médical, je l'ai envoyé, malgré que le psychiatre disait que non, il ne faut pas le faire parce que c'est privé. Je leur ai quand même envoyé, et quand je leur ai envoyé, ils m'ont dit non. Donc est-ce qu'ils voulaient juste mon dossier médical et faire je sais pas quoi avec? Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Et deuxièmement, c'était le CIAO. Donc le CIAO, ils m'ont appelé, j'ai parlé avec eux. Pareil, les prérequis, c'est super, on vous prend. Bon, justement, c'est en 2023, ça je me souviens très bien, j'ai habité chez ma mère. Et là, bon, elle me dit, voilà, il y a une personne qui habite, qui va déménager dans pas longtemps, donc appelez-nous dans 2 mois. Qu'est-ce que je fais, moi? Au bout du 2e mois, j'appelle, normal. Et là, elle me dit, non, il est toujours là, il n'est pas parti, donc il faut rappeler le mois prochain, parce qu'il part le mois prochain. Bon, je suis chez ma mère, donc je peux patienter 1 mois de plus, je suis à l'abri, donc c'est pas un problème, j'attends. 1 mois de plus, je rappelle, elle me dit, non, il est en travaux. Attendez, à un moment, vous me dites que le monsieur part cette date-là, après, il n'y est plus, il y reste 1 mois de plus, et là, au mois prochain, vous me dites qu'il est vraiment parti, mais qu'il est en travaux, donc c'est quoi le bail? Est-ce que vous voulez que j'ai l'appartement, ou vous voulez pas me le donner? Il faut être clair, il faut me le dire, hein. Il faut être cash, là, parce qu'à un moment donné, me prendre pour un débile ou quoi que ce soit, il faut dire les choses. Si vous voulez pas me le donner, vous me le donnez pas. Elle m'a dit, non, désolé monsieur, je ne vous le donne pas, ce sera pas possible. Je comprends pas, vous me dites que je rentre dans les prérequis, et là, vous me faites galérer sur plusieurs mois, et pour me dire quoi? Pour me dire non. Et je comprends pas. Des fois, c'est très bizarre le système français. Moi, je comprends pas. C'est absurde. En fait, je vous présente Nathan, il est avec sa révolte et il fait ses premiers pas. Donc, je le présente à Nathan, j'ai vu qu'il était avec sa révolte. Il a eu mal à partir avec un accueil de jour parce qu'on est en train de nous indiquer que si vous n'avez pas de logement, si vous galérez par le manque de logement, c'est pas de notre faute, c'est la faute du voisin parce qu'il est immigré, etc. Et Nathan, il a eu des paroles malheureuses, il a d'énormes difficultés à accéder sur le logement. Et également, il y a une chose importante, les gens qui doivent être protégés avec le statut du handicap, là aussi, on les met, ils se retrouvent dans la rue, ils viennent grossir voilà. Et j'avais envie de te dire, Nathan, te conduisant ici, en te faisant connaître tous les gens, que la révolte, il faut la placer contre les gens qui créent la misère, et voilà. Et il a fait ses premiers pas, il nous a aidés, etc. Ils mettront beaucoup de gens dans la misère, là. Et seul Droit au logement est une association qui s'est créée avec les sans-logis. C'est la seule association, moi, depuis que j'ai eu 2 associations de cœur. C'est AC, les marches contre le chômage, où on avait fait le constat qu'il fallait partager le temps de travail, qu'il fallait
On s'était bagarré pour l'accès au transport gratuit, etc. Et avec les premières marches, je parle un peu de mon historique, la première marche que j'avais faite était celle de 94 avec plein de gens que j'ai connus, Michel Desmar, etc. Voilà, je ne compterai pas tous les... Eh bien, un beau jour, donc on est arrivé à Paris, mais avant d'arriver à Paris, il y avait une petite association qui nous a rendu visite à Orléans et ils nous ont dit, voilà, écoutez, c'était 94, et Orléans sur les marches de chômage de 94. Et ils nous disent, ben voilà, on se présente, on est une petite association, on vient de naître et on s'appelle TAG. Et dans quelques temps, vous entendrez parler de nous. Effectivement, même pas un an après, rue du Dragon, et voilà, et des marcheurs, des gens qui étaient en galère aussi, sont restés sur Paris à faire des marches, à faire les réquisitions de logements, etc. C'était très short à faire. Et puis après, quand AC a disparu, pour diluer dans notre lutte, je restais fidèle. Le seul mouvement qui agit sur le terrain et avec des actions et qui est dans la rue, ça fait 30, 40 ans maintenant, c'est droit au logement. Et c'est devenu mon association de cœur et pour qui je milite. Et voilà. Et chapeau et longue vie encore à l'association, mais le jour où elle ne sera plus, tout le monde aura du logement. Eh bien, bonsoir. Voilà, nous avons tout perdu. Le 4 mai 2025, avec un incendie qui est grandiose, avenue Georges Cholet, où j'habitais 88 à 800 balles. En 3 minutes, on n'avait plus rien. Alors, on a été partout. Une nuit d'hôtel. Après, on a été se berger au berceau, où une dame qui m'a vu sur Facebook, qui nous a donné l'amitié, qui lui a rappelé, prenez le bus, je suis dans le bus, vous allez voir le directeur. Donc là, le directeur m'a dit, je peux vous héberger pour 15 jours. Entre-temps, on a eu M. le maire, bien sûr, Julien Dubois, une espèce d'imbécile, qui a dit, je ne peux rien faire pour vous, je suis maire, je ne suis pas agent immobilier, j'ai les curistes, j'ai les corridas, j'ai plein de tracas, débrouillez-vous avec vos assurances, etc. et les agences immobilières. Et que seulement, comme dit le monsieur avant moi, quand nous avons 2 haches, le propriétaire, il nous raccroche au nez. Et en plus, avec 2 pensions adultes handicapés, moi c'est 11 ans, la fille, si on n'avait pas été hébergé par nos amis, on serait à la rue. On s'est battu pendant 8 mois, sans aide de personne. On était voir l'instance sociale, nous a dit, vous avez trop de revenus. Et heureusement que M. Klein nous a fait un dossier, on a connu cet homme merveilleux et tous les amis, parce qu'il nous a beaucoup aidés. On peut l'applaudir parce que chez mon propriétaire, M. Jean-Pierre Teget, avec ses cacao, et ces espèces d'ordures, comme je l'appelle, excusez-moi. Enfin bon, un espèce d'imbécile, on va dire. Il nous a pas relogés. J'ai une amie qui m'a téléphoné pour savoir si au moins il pouvait nous payer les 3 mois. Ah mais je ne connais plus ces gens-là. 26 ans que j'étais chez lui. C'est moi qui mets ses appartements, c'est moi qui m'a fait voir des appartements, et du jour au lendemain, il ne me connaissait plus. Et en plus, il m'a envoyé un message pour les gens. Moi, vous me devez un petit peu, je vous fais cadeau de miettes. Comme si j'étais un oiseau. Pit. Alors, c'est dur à entendre. On a été de personne. Comme me dit M. Gabriel Belloc,
qui m'a dit, moi, j'ai arrêté maire, je vous avais aidé parce qu'à l'époque, ils étaient humains. Et moi, je sais que j'étais en effet en grande difficulté, et c'est quand même le service de M. Belloc qui m'a aidé vraiment beaucoup. Et je le remercie. J'ai bien fait de venir, merci. J'espère que ça va continuer parce que 8 mois de galère, on s'est débrouillé par nous-mêmes. C'est quand même un petit jeune de 18 ans qui est vu sur le Bon Coin, de Montfrance, où on est logé. Je passe ma compagne. Non. Voilà, et c'est vraiment, vraiment incroyable qu'on y a. Si on avait pas eu ça, on se trouvait à la rue. La maison du logement, nous ont dit on peut vous héberger, mais vous mettez votre petite chienne à l'esperme. Si vous avez chienne à l'esperme, et vous trouvez un logement dans les 24 heures. Mais jamais on n'avait abonné notre chienne. Voilà. Au final, je vais abréger, j'ai parlé à M. Klein. Quelque chose, c'est que le député, quand même, vers qui on s'était tourné, a demandé des comptes, en quelque sorte, des explications à la préfecture, qui a répondu, enfin de eux, ils sont toujours couverts, hein, tout va bien, que c'était leur faute, et qu'en fait, on les avait dirigés vers un dispositif, donc avec le CIAO et la maison du logement, et qu'ils avaient estimé qu'il fallait qu'ils aient un accompagnement suivi. Donc sous-entendu, alors ils sont victimes, le propriétaire qui est censé les reloger ne le fait pas, le maire qui est censé se substituer ne le fait pas, et on voudrait leur mettre en fait une mesure sociale pour leur donner un logement, en leur demandant en plus de se séparer du chien, ce que ne disait pas le sous-préfet, parce qu'il n'a pas dit. Bon, en fait, je pense que tout ce dont ils avaient besoin, c'était un nouveau logement, et maintenant ils l'ont, c'est tout. Pourquoi cette transition avec un contrôle social? Parce que soi-disant, ils ont un statut de personnes handicapées. Moi, je n'ai fait que remettre toutes les démarches qu'ils avaient faites, parce que les démarches, effectivement, ce sont eux qui les ont fait, écrire au maire, écrire au préfet. Et donc, moi, je les ai refaites derrière. Alors, forcément, j'écris peut-être mieux que Georges et que Tiffany, mais c'est vrai que tout le travail, c'est eux qui l'ont accompli et qu'ils ont traversé quand même pas mal d'épreuves. Georges a été opéré 2 fois, quand même, dont une opération lourde du dos. Et de la jambe aussi, il a failli laisser une jambe. Donc il y a beaucoup de stress aussi qui était lié à cette situation-là. Et bon, c'est vrai qu'on aura beaucoup, on nous a traités comme un peu des moins que rien. Et voilà, donc en sachant qu'à la base, c'est quand même le propriétaire, le bailleur qui était censé les prendre en charge et faire en sorte qu'ils soient relogés dans un logement comme il se doit. Je remercie encore M. Klein parce qu'il nous a fait quand même une canal en ligne sur Belgique et il va vous expliquer mieux que moi. Il y a une petite canotte en ligne pour les aider éventuellement à prendre un avocat aussi, puisqu'il y a peut-être des suites. Et bon. Allez, continue. Hein? Merci de me donner la parole. Donc je suis l'ancien maire, mais il y a 10 ans. Le micro. Docteur. Il y a là. Ouais, c'est bon, là. Oui. Merci de me donner la parole. Je pense que ce que je vais dire est bien moins important que ces témoignages de vécu très émouvants et malheureusement qui correspondent à une réalité pour vous très concrète, mais on sait qu'il y a des centaines de cas comme ça. Moi, je vais parler de façon peut-être un peu trop officielle pour remercier d'abord Emmanuel Klein et le DAL des Landes d'avoir organisé cette soirée. Et merci au président national d'être venu jusqu'à Dax. Bon, pour moi, c'est le président et je le resterai. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à Dax pour aborder cette thématique. On voit bien que c'est une thématique d'actualité difficile et qui pose des centaines et des centaines de questions. Alors, moi, je trouve ce débat très, très intéressant. Et si on en avait besoin d'être sensibilisé, les témoignages qu'on a entendus, le film qu'on a eu, ou la vidéo qu'on a eue et le propos de M. Hérault sont très édifiants. Je voulais simplement dire un petit mot sur la situation de Dax. Bon, on est à Dax, permettez-moi de relocaliser le débat. Dax, il y a effectivement beaucoup de locataires, plus que la moyenne nationale,
mais c'est sans doute lié en partie au fait qu'on est dans une ville thermale. Donc ça explique en partie ça. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que la ville de Dax a été, depuis 5, 10, 15, 20 ans, 15 ans on va dire, tout à fait dans les normes au niveau de la loi SRU, à savoir qu'on a eu les fameux 20% qui sont requis, 20% de logements sociaux qui sont requis par la loi dite SRU. On était la seule ville du département à avoir ce taux de 20%. C'est vrai que Mont-de-Marsan, ils sont beaucoup plus bas. Après, on a une ville qui se tient bien, c'est Parnos, mais on est loin encore, dans le département, d'avoir les 20% de logements sociaux. C'est une réalité. Ce que je voulais dire ensuite, et pour rebondir, moi je ne suis pas venu pour faire une réunion politique, ici je suis venu pour écouter, apprendre. Mais puisqu'on est en période électorale et en campagne électorale, il faut regarder les propositions des candidats. J'observe que le maire actuel, qui est de nouveau candidat, lui, la question du logement, il ne l'aborde pas comme on l'aborde ici. Lui, il revendique d'avoir des promotions immobilières nombreuses à des tarifs élevés parce qu'il pense, il dit en tout cas, que ça va contribuer à l'attractivité de la ville de Dax. Je pense que la réalité, vous l'avez dite, c'est plutôt qu'il espère des retombées fiscales intéressantes quand tous ces logements construits seront habités. Mais ce n'est pas du tout notre point de vue. Je suis ici en compagnie de 2 candidates de l'autre liste, et cette liste porte des propositions qu'il faut regarder. En particulier, je vais rebondir sur ce qu'a dit notre jeune auditeur, enfin jeune, il a 30 ans je pense, 27, on n'est pas loin. Il y a une liste qui propose par exemple un guichet unique pour toutes les démarches administratives. Parce que cette galère que vous avez expliquée, où on vous envoie d'un côté, on vous envoie de l'autre, et ainsi de suite, c'est une galère insupportable quand on est en difficulté, que ce soit sur le plan recherche de logement ou sur le plan simplement matériel, dans une vie où on a tous les uns et les autres des accidents de vie. Deuxièmement, il y a une liste qui propose également de faire une garantie pour les locataires. C'est-à-dire qu'un locataire qui ne peut pas payer ou qui n'a pas les fameux 3 mois d'avance, la ville peut prendre, ça se fait à Bordeaux je crois, et ailleurs sans doute aussi, la ville peut donner une garantie aux propriétaires que les loyers seront payés par un accompagnement et une aide de la collectivité pour permettre justement à des gens qui n'ont pas les fameux 3 mois d'avance pour payer la caution, de pouvoir malgré tout être hébergés et trouver un logement. Et de la même façon, cette proposition est complétée par une garantie d'assurance pour les locataires, pour les propriétaires, en leur disant s'il y a un incident de paiement, le propriétaire recevra une indemnité, à charge pour la collectivité, bien sûr, ensuite de rétablir les équilibres normaux. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que le problème du logement aujourd'hui est un vrai problème en France. On n'y échappe pas à Dax. Moi, je trouve magnifique que des associations comme la vôtre, on n'est pas les seuls, et je ne suis pas habilité à parler d'autres structures, mais il y a sur Dax une structure qui s'appelle Habitat Humanisme, qui fait un travail d'accompagnement des personnes qui sont relogées dans des structures d'habitat ordinaire, avec des personnes qui sont accompagnées. Bon, et il y a aussi la maison du logement, je sais qu'on en a parlé, je sais qu'il y a parfois des difficultés, mais c'est vraiment des outils importants. Je veux dire à propos de la maison du logement que le maire actuel a divisé par 2 la subvention qui était attribuée à la maison du logement. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que c'est des choix. C'est des choix. Et vous disiez, il faut du logement social. Oui, il faut construire du logement social. Mais pour construire du logement social, il faut qu'il y ait une volonté politique de la collectivité de mettre à disposition du foncier. Parce que les bailleurs sociaux, on en a beaucoup parlé ce soir, les bailleurs sociaux, ils veulent construire, mais à condition que le terrain, le foncier mis à leur disposition
ne soit pas trop élevé, parce qu'après, évidemment, c'est impossible de sortir des loyers acceptables et accessibles. Donc, les logements sociaux, ils appartenaient à qui? Pardon? Les logements sociaux, ils appartenaient à qui? Les logements? Oui, les logements sociaux, ils appartenaient à qui? Ah, mais ils appartiennent aux bailleurs sociaux. C'est-à-dire, ici, il y a 2 ou 3 bailleurs sociaux. Le plus important, c'est XL Habitat, qui est une structure. XL Habitat est un bailleur social. Ils ont 14 000 logements sur le département. Alors, il y a d'autres bailleurs sociaux qui interviennent. Il y a la Claire-Ciel, il y a Domo France, il y en a 2 ou 3 qui interviennent. Ils regardent la propriété des logements, évidemment. Mais il y a aujourd'hui, sur Dax, 800 demandes de logements en attente. Il y en a 11 000 au niveau du département. 800 demandes en attente à Dax. C'est énorme. Et évidemment, bon, vous le vivez, vous l'avez vécu. Quand on est sans logement et on espère et qu'on n'a pas de réponse, c'est cruel. Et moi, je pense que le combat que vous menez, c'est un combat magnifique. Il faut vraiment voilà, que les élus vous accompagnent et qu'il y ait peut-être un mouvement dans la population pour que le droit au logement soit réellement un droit respecté, ce qui n'est pas pour l'instant tout à fait la vérité. J'étais trop long, mais merci de m'avoir laissé parler. Vous avez dit qu'il y avait des logements vacants. Oui, alors je ne l'ai pas dit, pardon. Tout à l'heure, à l'aparté, avant la réunion, j'ai expliqué qu'il y a sur Dax, mais qui date de longtemps, un logement réservé pour des situations d'urgence comme vous l'avez connu. C'est-à-dire un incendie, vous vous retrouvez du jour au lendemain sans maison, sans mobilier, sans rien. Il y a, à l'époque il était de mon temps, il était à Cuyès, un logement avec 3 chambres, disponible pour les situations d'urgence. Alors ça ne veut pas dire qu'il est donné à vitam aeternam, mais pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, le temps que la famille puisse se retourner et trouver une solution. Donc là, vous allez dire que je suis trop critique, je ne veux pas être trop, mais je ne comprends pas que la mairie, pour ne pas personnaliser, ne vous ait pas proposé cette solution. Sur le plan humain, c'est inacceptable, et sur le plan matériel, c'était faisable. Moi, je voulais juste rajouter un point par rapport à la maison du logement et à l'habitat humanisme. En fait, aujourd'hui, on est confronté à une autre problématique, c'est l'envolée des prix du loyer sur la côte basque. En fait, pardon, c'est l'envolée des prix des loyers sur la côte basque. Pardon. Beaucoup de personnes ne peuvent plus accéder aux loyers sur Bayonne, en net, et se rabattent dans les Landes. Ce qui fait que c'est une opportunité pour les bailleurs, les propriétaires bailleurs, qui peuvent jouer comme ils veulent sur le prix des loyers, en se disant on sera toujours moins cher que sur la côte basque. Et nous, la difficulté à Habitat Humanisme, mais aussi pour la maison du logement, c'est de trouver des propriétaires solidaires, des propriétaires bailleurs qui acceptent de nous louer des logements à des prix conventionnés, en fait. Voilà. Donc on a ce paramètre en plus. On n'a pas de logements sociaux et on a... Biarritz n'a pas de logements sociaux, Bayonne, je ne connais pas leur débat. Donc Carnos a essayé de combler en fait le manquement sur la côte basque, mais du coup les Landes on se retrouve un peu saturés. Peut-être le président. Moi, je voudrais dire la maison du logement. En fait, je pense qu'au début, c'était une très bonne idée. Donc, en fait, on appelle ça le louer solidaire. Donc, c'était une espèce d'agence sociale qui permettait, d'un côté, aux propriétaires d'être rassurés de toucher leur loyer, et qui favorisait donc l'accession au logement. Moi, ce que je pense dans l'évolution dans le temps, c'est que la maison du logement, aujourd'hui, elle se retrouve avec plein de casquettes, elle fait l'accueil de nuit, elle fait l'hébergement. Donc, en fait, c'est devenu une espèce de fourre-tout que le préfet utilise aussi parce qu'il se décharge sur la maison du logement. Non, mais c'est pas une reproche, c'est un constat. C'est la problématique de toutes les associations, c'est
faut bien compenser les manquements de... Après, le problème pour moi, parce que moi je pense que pour eux ça doit être considéré comme un échec, c'est quand ils remettent des gens à la rue qui sont censés sortir de la rue, qui sont avec eux, puis qui trouvent qu'il y a un truc qui ne va pas un jour, et bien, on les remet dehors. Et ça, moi je pense que c'est inacceptable, c'est-à-dire qu'en fait ils sont là justement pour consolider un parcours et pour permettre aux gens de sortir de la rue. Donc c'est quand même paradoxal. C'est paradoxal qu'ils... On leur a quand même retiré 300 000 € de subvention. C'est toujours une histoire d'argent. Oui, non, mais bon. il y a un moment où tu te dis, bon, on m'enlève... Et à ce moment-là, je veux dire, à ce moment-là, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on ne fait pas comme si tout allait bien. On dit, on a un problème, on nous retire 300 000 €, et on le dit haut et fort. On le dit haut et fort, d'accord? On ne laisse pas croire que les choses vont bien. Parce que moi, c'est un discours que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, à la première réunion avec Viviane. Voilà, j'entendais dire, les gens qui sont à la rue, c'est parce qu'ils veulent rester à la rue. Non, mais c'est impensable de dire ça. Personne ne veut rester à la rue, c'est pas vrai. Il y a vraiment, on les capte sur la doigt des mains, les gens qui veulent rester à la rue. Il y a 30 ans, il y avait des routards, c'est-à-dire que c'était un mode de vie. Mais là, on a depuis longtemps dépassé ce stade. Ça, c'est une évidence. Après, le problème de la maison du logement, c'est qu'elle est aussi dans les commissions de prévention des expulsions. Donc on dirige des gens qui sont en situation d'expulsion vers la maison du logement, qui fait miroiter qu'il y aura une aide, et à la fin, il n'y a rien. Donc, résultat des courses, ces personnes n'ont rien fait, n'ont pas fait de dossier d'allo, alors qu'ils auraient pu le faire pour ne pas se retrouver à la rue. Mais au dernier moment, ils se retrouvent à la rue. Et là, il n'y a plus personne. Donc, c'est vrai que moi, je pense que le problème, c'est quand on commence à faire trop et devenir un acteur incontournable pour le préfet, pour les élus, pour tout le monde. Je pense qu'en fait, voilà, ils sont sortis depuis longtemps de leur mission, et le résultat, c'est que finalement, ce sont des gens qui se retrouvent à la rue. C'est un fait. Donc après, moi, sur le principe de la maison du logement, au début, je trouvais ça très bien. Mais aujourd'hui, on a une situation qui n'est pas très normale, je trouve. Bon. Est-ce que vous êtes pour l'encadrement des loyers? Moi, à titre personnel, oui. Donc, si une nouvelle équipe municipale arrive, elle va demander au préfet de mettre en place l'encadrement des loyers? Je ne suis pas sur la liste, je ne suis pas candidat. Mais personnellement, j'y suis favorable. Bon, très bien. Sinon, alors, puisque l'État ne réquisitionne pas, vous savez que le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, peut le faire. Bon. Moi, justement, parce que j'aurais voulu rebondir sur votre suggestion liée à la réquisition. En fait, vous parlez de réquisitionner des bâtiments vides pour loger des personnes. Oui. Du coup, je me disais, j'étais en train de réfléchir à ça tout à l'heure, je ne vais pas vous interrompre, mais si ces bâtiments sont vides, est-ce que derrière, il faut aussi faire investir dans une rénovation de l'immeuble? Oui, dans certains cas, mais dans certains cas. Ouais, je crois, bon, je vais vous prendre l'exemple extrême un peu, mais à Paris, il y a un secteur qui s'appelle le Triangle d'Or, qui est situé entre les Champs-Élysées, l'avenue Montaigne, où sont installées les grandes marques de luxe, là, et puis l'avenue Georges V. C'est le Triangle d'Or. C'est là où le mètre carré vaut le plus cher en France, aux alentours de 40 000 € le mètre carré. Vous voyez, c'est le prix d'un WC, quoi. 40 000 €. Et au milieu du Triangle d'Or, au cœur du Triangle d'Or, il y a une douzaine d'immeubles qui sont entièrement vides. Je ne parle pas des autres, qui sont aussi rarement allumés, rarement éclairés. Enfin bon, il y a un peu de lumière ici ou là, mais c'est un secteur spéculatif, et ces 12 immeubles, en tout cas, appartiennent à une société qui s'appelle la Foncière du Triangle d'Or, et donc qui a acheté ces immeubles il y a 20 ans, 25 ans. Évidemment, on demande la réquisition de ces immeubles, d'autant plus que le propriétaire qui vit, et cette société qui est basée à l'étranger, doit 1,5 milliard d'euros à l'État. Ils n'ont jamais payé d'impôts, ni de taxes, ni quoi que ce soit. Oui, mais l'État ne réquisitionne pas. Le gouvernement ne veut pas réquisitionner. Donc vous voyez, c'est pour dire... et ces logements, bon, ces logements, tous ne sont pas habitables immédiatement, je suis d'accord.
Mais il y en a un certain nombre qui sont habitables. Ça, c'est sûr. Ils sont restés en l'état. Mais du coup, les rénovations, c'est à la charge de qui? Parce que tout à l'heure, vous... Non, mais alors, ça, c'est l'ordonnance de 45, s'il y a réhabilitation nécessaire, s'il y a des travaux à faire, c'est à la charge du bénéficiaire de la réquisition. Après, il y a une deuxième procédure qui est la procédure de 1998, qui prévoit justement, s'il y a des travaux, s'il y a un investissement à faire, qui peut rallonger la réquisition jusqu'à 12 ans. Et l'indemnisation sera calculée aussi, sera baissée évidemment en fonction de l'investissement qui aura été réalisé pour rendre les lieux habitables. Seulement, elle a un défaut, cette procédure, et c'est encore une loi, je dirais, qui a été à moitié faite, la loi de 98, qui n'a pas été jusqu'au bout, parce que les propriétaires donc, peuvent échapper à cette mesure de réquisition s'ils présentent un projet qui s'engage à louer le logement dans un délai de 2 ans, à peu près. Voilà. Évidemment, la réquisition, à un moment donné, ça marche, le préfet il est motivé, il y a le ministère du Logement qui dit qu'il faut réquisitionner, bon, mais 2 ans après, on est passé à autre chose. Et donc ce que font les grands propriétaires, c'est qu'ils font une commande à un bureau d'études, qui va dire, bon voilà, qui va monter un projet un peu bidonné, et puis résultat, ça fait sauter la réquisition. Donc, vous voyez, ça a manqué un peu de vigueur et de rigueur sur cette loi. Mais il suffirait de l'améliorer, on l'a demandé en 2014, là, mais bon, c'est pas passé. C'est pas passé. Voilà. Il y a eu des occasions ratées, quand même, je dirais. Une époque où la gauche avait à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale, franchement, il aurait pu se faire des choses un petit peu plus, je dirais, un peu plus fortes que malheureusement ce qui en est sorti, quoi. Voilà, ça c'est dommage. Parce que, bon. Alors moi je voudrais dire un petit mot aussi sur la question de la xénophobie et du racisme qui s'installe dans notre pays, qui se renforce. Pour nous, évidemment, tout être humain, quelle que soit son origine, où il est né et de qui il est né, doit pouvoir être logé décemment. Et donc c'est un fondamental. L'être humain a toujours eu besoin de s'abriter, de se protéger. On est descendu des arbres pour aller dans les grottes. Donc, bon, c'est un peu rapide. Hein. Mais en tous les cas, si on s'est mis dans des grottes au départ, c'est parce qu'on avait besoin de se protéger. Et ça, cette question du logement, ça fait vraiment partie des besoins essentiels, des besoins vitaux, sans lesquels on ne peut pas vivre en société, quoi. Tout ce qui est vivant sur la planète, d'abord, pas que l'être humain, quelle que soit l'espèce, même les virus, ils en ont besoin d'un autre. Bon, si tu veux, d'accord. Ok. Allez, même les insectes. Est-ce qu'il y a non, et donc, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une montée en plus en charge justement de l'idéologie d'extrême droite, et il faut raciste et xénophobe, et il faut résister à ce courant. En tous les cas, il faut. C'est là aussi qu'il faut arriver à associer tous les gens qui sont en situation de galère de logement, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur situation administrative. Et parce que n'oublions pas que les immigrés et les étrangers rendent service au pays globalement et font tous les boulots que les natifs, en quelque sorte, ne veulent pas faire. Donc voilà, moi quand je vois tous ces jeunes là sur des vélos et qui viennent livrer des repas, passent des heures et des heures à pédaler pour livrer des repas ou des colis. Bon, je dis là. Et ceux-là, on les loge pas. Hein. Ceux-là, voilà, c'est marchands de sommeil. Ouais, marchands de sommeil et compagnie. Ouais. Dans quelques jours, on va s'arrêter à Beauce, à la légumière qui fait travailler des Sud-Américains depuis
des années avec des contrats saisonniers qui renouvellent tous les ans, en fait, enfin tous les 11 mois à peu près, donc comme ça ils ne payent pas les congés payés. Et puis le jour où il y en a un qui ne va pas, c'était le cas de Giovanna, il a des problèmes de santé, mais il arrête le contrat et dégage. Merci à tout le monde d'être venu. On salue l'engagement d'Emmanuel depuis 2007, 2008. Hein. Et Vincent aussi, ce qui a mis en place là, toute la technique là, et puis les images, et puis le sujet aussi qui est passé. Hein. Et les militantes qui sont là et qui se battent, et ceux qui sont dans la merde qui sont prêts à se battre aussi. Je fais quelque chose, alors pour moi, normalement, je ne fais rien. Ouais.